Bienvenue sur Cardio Online pour cette émission spéciale consacrée au congrès de l'ESC 2023. Je suis Serge Covenator et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Christophe Leclerc. Christophe est président de la SFC, vice-président de l'ESC. Alors pour essayer de résumer, si on peut dire, ce congrès, on a sélectionné un certain nombre d'informations, d'études, de recommandations qui vont, du moins on l'espère, s'inscrire dans notre pratique au quotidien, modifier notre pratique. Today at ESC, I had the pleasure of presenting the Illumian 4 Optimal PCI study, which was the first large-scale, global, multi-center randomized controlled trial comparing OCT guidance to angiography guidance for PCI in a total of 2,487 randomized patients. The principal results of the study were that OCT guidance led to a larger lumen area, better stent expansion, and the least number of PCI complications by OCT, less major dissections, major malapposition, major tissue protrusion, and untreated reference segment disease. Also, OCT improved the minimal and mean stent expansion and reduced the angiographic complications adjudicated by the core lab. We didn't find a difference in the 2-year rates of target vessel failure. We did find a very robust and statistically significant difference in stent thrombosis. Overall, what this means for patients is that intravascular imaging guidance by OCT is very safe and shows strong trends towards improvements in cardiac death and target vessel myocardial infarction, but definitely reduces the risk of stent thrombosis. OCT does what it says on the box. It's able to see inside the artery and correct all the problems that we would normally miss by angiography. Alors voilà, l'imagerie endocoronaire, c'est un peu un serpent de mer, on en parle depuis longtemps. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il faut penser de l'OCT, mais de l'IVUS peut-être aussi? Alors c'est des outils qu'il faut évidemment avoir dans tous les laboratoires de cathétérisme. Il faut rappeler que c'est des techniques qui ne sont pas remboursées pour le moment. Alors probablement les choses vont changer. Le deuxième élément de discussion à rappeler, c'est que c'est dans les recommandations maintenant, et c'est vrai que surtout lorsqu'on est dans des situations où l'angioplastie s'attaque à des lésions un peu compliquées, c'est mieux de voir ce qu'on a fait pour essayer d'améliorer le résultat plutôt que de laisser les miettes sur le tapis et d'avoir éventuellement des complications. En tout cas, c'est vrai pour le tronc commun. Là, c'était dans l'angioplastie tout venant. Donc, on montre quand même qu'il y a un bénéfice sur les résultats directs de l'angioplastie. Évidemment, il n'y a pas de bénéfice clinique et il est probable que parce que les lésions étaient trop simples, c'est des lésions tout venantes, mais c'est la porte ouverte quand même assez technique et peut-être à une demande de remboursement vis-à-vis des tutelles. Donc, affaire à suivre. Aujourd'hui, pas remboursé, les sondes ne sont pas remboursées. Exactement, mais je pense que c'est un dossier sur lequel il faut travailler et il y a des indications pour lesquelles ça devrait être remboursé, en particulier l'angioplastie du tronc commun ou des lésions de bifurcation, où c'est quand même mieux de voir ce qu'on a fait et d'essayer d'améliorer les résultats pour avoir des meilleures évolutions cliniques des patients. En 2 mots, on peut rappeler ce qu'est l'OCT ? Alors l'OCT, c'est de l'imagerie qui utilise de la lumière infrarouge. Donc ça permet de voir les premiers millimètres en fait de la paroi vasculaire. Donc on voit très bien les mécanismes qui sont susceptibles d'avoir entraîné par exemple un syndrome coronarien aigu quand on n'a pas la certitude que c'est de l'athérothrombose et quand on hésite par exemple avec la dissection coronaire. Et puis, c'est un outil qui permet de voir directement si le stent qui a été implanté l'a été comme il faut. Est-ce qu'il est mal apposé? Est-ce qu'il est suffisamment déployé? Est-ce qu'il couvre bien toute la paroi vasculaire? Est-ce qu'il y a une dissection résiduelle? Donc, c'est des outils intéressants.
Voilà. Et alors, dans la suite finalement de cette imagerie intracoronaire, la question qu'on se pose souvent, c'est revascularisation au stade aigu, revascularisation de la lésion coupable ou revascularisation complète. C'est la question de l'étude FIRE. Simone Bisaglia présentait à Amsterdam les résultats de l'étude FIRE, publiée simultanément dans le New England Journal of Medicine. FIRE avait pour objectif d'évaluer le bénéfice clinique d'une revascularisation complète guidée par la physiologie coronaire après infarctus du myocarde chez des patients pluritronculaires de plus de 75 ans. Elle a été conduite dans 3 pays européens et a inclus et randomisé 1145 patients. Après la revascularisation initiale, les patients étaient randomisés entre un groupe revascularisation complète guidée par la physiologie coronaire et un groupe revascularisation de la lésion coupable uniquement. Le critère de jugement principal associant décès, infarctus du myocarde, AVC ou revascularisation secondaire est survenu chez 15,7% des patients du groupe revascularisation complète et chez 21% des patients du groupe contrôle. Le nombre de patients à traiter pour prévenir la survenue d'un événement est de 19. Le critère secondaire, mortalité cardiovasculaire et infarctus, est survenu chez 13,5% des patients du groupe revascularisation de la lésion coupable seule, contre 8,9% chez les patients du groupe revascularisation complète guidée par la physiologie coronaire. Alors Jean-Philippe, cette étude, elle apporte une réponse à cette question, revascularisation culprite ou complète? C'est une belle étude dans la mesure où, premièrement, elle cible quand même une population âgée, puisque quand même l'âge moyen des patients, c'est 80 ans. Donc c'est pas 60, 62 ans du STEMI dont on a l'habitude. Donc c'est quand même une population particulière. La deuxième chose, c'est qu'ils ont vraiment comparé des patients qui ont tous été revascularisés sur la lésion cible, et après on laissait les autres lésions sans revascularisation, ou on les revascularisait en guidant le geste avec un outil de physiologie, la FFR, la RFR ou la CFR, et ça montre quand même un gros bénéfice clinique avec des grosses différences en faveur justement de la revascularisation qui est guidée par la physiologie. Alors je pense que le message il est vraiment clair, c'est qu'il ne faut pas laisser ces patients non revascularisés. Le deuxième message, c'est qu'il faut utiliser la FFR malgré le fait qu'elle a été déremboursée. Et je pense qu'il y a eu une petite chute en France depuis le déremboursement de la FFR, mais ça reste quand même largement utilisé. Ce qui manque dans cette étude, c'est un troisième bras où on aurait revascularisé de façon systématique ces patients sans l'utilisation de la FFR. Mais ça aura évidemment compliqué la réalisation de l'étude, qui est déjà un très bel essai, uniquement européen. C'est une étude académique, donc je pense qu'on peut féliciter les auteurs. Et il y avait beaucoup de non-STEMI, et je pense que ces patients qui sont âgés fragiles, il ne faut pas forcément les laisser sortir sans les avoir réévalués. En effet, Jean-Philippe a parlé de la FFR qui a été déremboursée au début de l'année, ce qui a entraîné une chute à peu près de 20% de l'utilisation, sachant que déjà en France, on était un petit peu en retard par rapport à des pays nord-européens. Mais je rassure Jean-Philippe, on travaille beaucoup avec les instances pour revenir à un remboursement de la FFR qui est quand même un outil extrêmement utile pour nos collègues interventionnels. Je vous propose maintenant de passer aux dernières recommandations présentées, en tout cas dans le calendrier, qui étaient les recommandations sur le syndrome coronarien aigu. Et nous allons écouter Martine Gillard et François Schill. Durant cette ESC 2023 sont apparues donc les nouvelles recommandations sur le syndrome coronaire aigu. Alors il y a des modifications, c'est normal, après les précédentes.
La nouveauté, on peut la résumer en 3 points importants. Le premier point, c'est qu'on n'aura plus des recommandations pour le STEMI et pour le non-STEMI, mais maintenant ces recommandations actuelles regroupent les 2 entités, STEMI et non-STEMI. Le deuxième point, c'est que notamment par exemple dans le traitement, eh bien, le pré-traitement de l'angioplastie primaire dans le cadre de l'infarctus commence a été dégradé, c'est beaucoup moins fort qu'auparavant. Et enfin, on a une augmentation de la place de l'imagerie dans l'angioplastie pour guider l'angioplastie, donc la recommandation est beaucoup plus forte. À l'inverse, on a statué sur la présence de la FFR. Eh bien, on dit que dans le STEMI, c'est une recommandation de classe 3, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire normalement la FFR pour déterminer si oui ou non on traite des non-culpites. Un des points qui m'a particulièrement intéressé était le point de la prévention métabolique, on va dire principalement les hypolipémiants, puisqu'on a beaucoup travaillé là-dessus, il y a énormément d'actualités. Et on peut dire que les choses se clarifient un peu avec l'abandon d'une stratégie étape par étape qui voulait qu'on donne des statines de forte intensité aussitôt que possible et sans tenir compte du LDL, mais qu'on allait revoir et optimiser dans le suivi, c'est-à-dire 4 à 6 semaines en théorie, mais qui deviennent très facilement 4 à 6 mois dans la réalité. Et donc là, l'ESC, dans ses recommandations, préconise ou met très en avant une stratégie beaucoup plus rapide qui consisterait à mettre non seulement la statine de forte intensité, mais les étimibes à bord avant la sortie. Il parle aussi de mettre les inhibiteurs de PCSK9 à bord avant la sortie, mais ça, ce sera très difficile en application en routine pour des raisons de remboursement. En tout cas, cette stratégie qui a été beaucoup discutée par ailleurs vient maintenant dans les recommandations. Ces recommandations, Jean-Philippe, mettent en avant plusieurs points. Bon, il y a cette inclusion de toutes les formes de syndrome coronarien aigu dans une seule recommandation, certes. Ça pose la question du pré-traitement chez tous, pas de pré-traitement. Ça pose la question de la durée de la double antiagrégation plaquettaire, des escalades ou pas des escalades. Quelles sont un peu les réponses, les sentiments à ce propos? Globalement, elles sont assez consistantes avec ce qui avait été produit auparavant. Et c'est vrai que l'absence de pré-traitement, en particulier dans le SCA-ST-, ça avait été un gros sujet de débat en 2020. Et je pense qu'ils ont enfoncé le flou. Et ça, c'est une bonne chose. C'est primum non nocere. Le deuxième élément intéressant dans ces recommandations, c'est on n'est plus obligé de se lever pour aller faire des coronarographies chez des patients qui ont fait des arrêts cardiaques sans modification de l'électrocardiogramme, et en tout cas sans sus-décalage persistant. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les angioplasticiens, et c'est une éternelle lutte avec les gens du SAMU. Donc ça, c'est le deuxième élément pratique qui est quand même important. Comme tu le soulignes, Serge, sur la durée de la bithérapie, ils ont introduit la durée de 1 mois, et ça, je pense que c'est quand même important. Donc, chez les patients à risque hémorragique élevé, on peut s'arrêter à 1 mois, même dans un contexte de syndrome coronarien aigu. On doit préférer l'utilisation du clopidogrel au prasugrel ou au ticagrelor. Et puis ensuite, en fait, on a toutes les possibilités d'association et de durée en fonction du profil du risque des patients. Donc ça, c'est vraiment, ça a affiné cet aspect sur la bithérapie qui est toujours un gros morceau un petit peu compliqué. La troisième chose que je retiendrai de ces recommandations, c'est l'utilisation de l'imagerie endocoronaire. On en a déjà parlé pour l'angioplastie, mais c'est une recommandation de grade 2A, c'est important. Et puis également pour le doute diagnostique, on l'a évoqué, donc c'est quand même important à souligner. Et enfin, la dernière chose, il y a quand même des petites nouveautés, notamment sur le maniement des antiagrégants plaquettaires chez les patients fragiles, et en particulier dans le contexte de l'oncocardiologie. Donc ils vous disent chez qui ne pas utiliser l'aspirine, chez qui ne pas utiliser le ticagrelor en fonction du taux de plaquettes. Donc ça a gagné en exhaustivité. Donc je pense que ce sont des très bonnes recommandations qui sont très bien présentées. Et donc je félicite les auteurs. Oui, il y a une place importante, en tous les cas pour la double antiagrégation plaquettaire, à l'évaluation individuelle des patients. Le culte de 1 an pour tous est complètement dépassé, on dirait. Voilà, maintenant on est rentré dans le sur-mesure.
Et je pense que c'est bien. C'est lié au fait qu'on maintenant on prend en compte les comorbidités de nos patients qui sont de plus en plus âgés. On a pris conscience aussi que les complications hémorragiques sont quand même, je veux dire, prédominantes chez ces patients. Mais elles disent aussi, les recommandations, qu'il ne faut pas faire moins de 1 mois, en particulier dans l'infarctus dilaté, parce que quand on fait moins de 1 mois, on s'expose à davantage de complications, en particulier les thromboses aiguës de stent et les réinfarctus. Donc il y a quand même des messages qui sont vraiment importants et affinés. Une question brève, est-ce qu'on garde la dose de charge de 0,5 mg/kg en IV d'HBPM dans le pré-traitement? Alors pour l'infarctus aigu, je pense que l'aspirine et l'anticoagulant, ça reste quand même la pierre angulaire de la prise en charge. Et puis la dose de charge d'héparine de bas poids moléculaire, ça a une durée de vie extrêmement courte. Donc on ne met pas en péril le patient, en tout cas la vie du patient, pour un long moment. Donc je pense qu'il faut le faire. Jean-Claude? Non, j'avais une question pour Jean-Philippe sur la triple thérapie chez les patients qui ont de la fibrillation atriale. Alors globalement, les recommandations sont disons, assez consistantes avec ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'approche qui est de faire un minimum, en tout cas de 1 semaine de traitement triple, et ensuite, disons, d'ajuster eh bien, la durée du traitement triple en fonction de l'existence ou non d'un risque hémorragique très élevé ou d'un risque ischémique très élevé. Donc ça, c'est à peu près pareil que les anciennes recommandations. Et puis, ça ouvre la porte aussi à l'arrêt de tous les antiagrégants au bout d'1 an. Et ça, je pense que c'est un message aussi important, en tout cas pour la cardiologie de ville et pour les médecins généralistes. Alors, le chapitre de prévention secondaire, François Schill nous en a fait le résumé. En termes de lipides, c'est taper vite et fort pour atteindre l'objectif de moins de 0,55 grammes par litre.